Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct de votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée, comme à l'accoutumée, on commence avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actu. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 17 avril 2024 et le ministre de l'Intérieur est bien arrivé ici en Guadeloupe. Il est ici pour une visite éclair qui a débuté à 17h avec la rencontre successive des présidents de région et du département avec qui il doit toujours être à l'heure où l'on parle d'ailleurs. Et dans quelques instants, il se rendra à Pointe-à-Pitre pour un bilan de l'opération Place Nette. Et ce jeudi, il s'entretiendra avec les élus et syndicats de l'archipel autour de thématiques sécuritaires et de société avant de faire un petit tour au Creps pour parler des Jeux Olympiques. Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, dont le programme pourrait être perturbé par effectivement les manifestations liées à la campagne sucrière. Aujourd'hui, les titans, ces gros engins qui chargent les récoltes, rejoignent le bal de la contestation. Sans coupe de la canne, les transporteurs sont au chômage technique et voient leurs revenus leur glisser entre les doigts. Ils étaient en opération escargot au départ du Nord Grande Terre et en direction de Petit-Bourg, de quoi sérieusement perturber le trafic afin d'interpeller la population sur cette situation un peu plus critique chaque jour. Regardez. Je tiens à m'excuser quand même auprès de la population guadeloupéenne parce que je sais que les opérations escargot gênent énormément la circulation. Mais nous sommes des transporteurs. Les transporteurs, ça roule sur la route. Alors, comment se faire entendre si nous ne sommes pas sur la route? Alors, nous sommes obligés d'être sur la route aujourd'hui. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que le site de Biron n'est pas accessible par rapport à un conflit qu'il y a entre Gardel et le collectif, c'est-à-dire les planteurs. Nous ne pouvons pas travailler. Du coup, nous sommes restés depuis la semaine dernière en arrêt, depuis lundi. Aujourd'hui, nous sommes déjà mercredi, nous ne travaillons pas. Sauf que la canne de Sainte-Rose continue à monter à Gardel. Si la canne de Sainte-Rose continue à monter et que nous sommes à l'arrêt, ça veut dire que nous n'allons jamais travailler. La récolte risque de passer sur nous comme ça et nous n'allons pas travailler. Et pourtant, nous avons un contrat avec Gardel pour acheminer cette canne de Sainte-Rose à Gardel. Il faut savoir que pour démarrer la récolte, il nous faut investir dans des pneus, du gasoil, de l'huile, de la déblue. Ça, on doit avancer les fonds pour ça. On a déjà la banque qui nous réclame de l'argent. Nous avons des fournisseurs, nous sommes arrivés à échéance. Parce que ça fait déjà pratiquement un petit moment que ça dure. Il faut payer. Et nous ne pouvons pas payer parce qu'on n'a pas encore fini la première quatorzaine et on n'a jamais pu travailler correctement depuis le début. Et ça fait déjà une semaine que nous sommes à l'arrêt et nous constatons qu'on nous a mis carrément de côté et il n'y a personne qui se soucie de comment nous allons faire pour payer les factures. Il ne faut pas oublier que nous avons un matériel spécifique que nous avons acheté pour fonctionner pour Gardel. Du coup, ce matériel-là, nous ne pouvons rien faire avec. On est obligé de rester à l'arrêt chez nous et à regarder une activité parallèle se faire. Nous ne pouvons pas rester là comme ça, nous disons stop. Mais nous sommes pris entre le marteau et l'enclume. On se fait tirer dessus à balles réelles. Il y a un camion que je peux vous montrer. On a tiré dessus vendredi dernier. On a 2 collègues. Nous travaillons dans quelle situation aujourd'hui? On sera sur la route tout le temps qu'il faudra jusqu'à ce que cette situation soit réglée. Parce que, comme je vous ai dit, on ne va pas crever à la maison. Un reportage signé Michel Depape.
Et à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'hémophilie, le CHU de Pointe-à-Pitre ouvre les portes de son centre de ressources et de compétences pour les maladies hémorragiques rares. L'hémophilie est un trouble héréditaire qui se traduit par une incapacité du sang à coaguler correctement. Les conséquences sont majeures avec des hémorragies sévères en cas de blessure et parfois des saignements spontanés, notamment au niveau des articulations. Et si l'hémophilie ne se guérit pas, elle peut très bien être traitée. Au CHU, on travaille d'ailleurs à améliorer le parcours de soins des patients. Regardez. Nous avons voulu marquer le coup et communiquer en particulier sur l'existence de ce centre qui est nouveau au CHU. C'est pour améliorer et organiser le parcours de soins des personnes qui sont atteintes de maladies hémorragiques. Alors, qu'est-ce que l'hémophilie ? Ça fait partie, donc une des maladies hémorragiques qui est peut-être la plus connue mondialement, justement, et qui est une maladie hémorragique qui est liée à un déficit dans un facteur de la coagulation. On a plusieurs formes, Des fois, ça peut être des formes qui soient modérées et mineures, mais ça peut être également des formes très sévères avec des signes hémorragiques qui sont très précoces chez l'enfant. Il y a eu énormément de progrès là, sur les dernières années, notamment par rapport à... donc c'est des enfants, notamment sur les formes les plus sévères, qui vont avoir des traitements dès le plus jeune âge, qui vont permettre du coup de compenser les déficits génétiques. Et ces traitements permettent effectivement une qualité de vie et une vie quasiment normale si les traitements sont bien conduits et le suivi est bien réalisé. En Guadeloupe, on ne sait pas exactement combien de personnes sont concernées. Mais en se projetant avec les statistiques nationales et puis en regardant l'exemple de la Martinique, on peut estimer à peut-être 300 à 500 personnes qui pourraient être concernées par ces pathologies hémorragiques. Et afin de mieux accueillir les enfants particuliers, la ville de Morne-à-l'Eau organisait une animation pédagogique autour des troubles du spectre autistique. Les personnes atteintes d'autisme présentent souvent un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que des comportements et une manière de communiquer qui peut être particulièrement difficile à gérer pour des personnes qui n'y sont pas préparées. Alors pour y remédier, on forme la communauté scolaire. Regardez. L'objectif est de sensibiliser la communauté éducative aux pratiques inclusives. L'idée, c'est de pouvoir justement faire participer nos élèves spécifiquement atteints de troubles TSA. Et ce sont des compétences aussi transférables aux autres élèves en situation de handicap. Donc c'est vraiment donner à nos collègues, à la communauté éducative, des outils et des ressources pour pouvoir accueillir les élèves dans de meilleures conditions. Alors il faut savoir que c'est très difficile parce que chaque TSA est un cas particulier. Il n'y a pas, des comportements types. Donc on peut aller de l'hypersensibilité à l'hyposensibilité pour une même information. Donc il y en a qui sont très kinesthésiques, d'autres qui n'aiment pas qu'on les touche. Donc il y a une adaptation vraiment au cas par cas à faire. Mais on peut comprendre que ce soit difficile pour l'enseignant, mais on peut leur proposer des outils, voilà, et puis des observables qui leur permettent d'anticiper les crises, d'anticiper les problèmes pour qu'ils puissent être intégrés dans cette école et que tout le monde puisse travailler en harmonie. Le trouble du spectre autistique, c'est un trouble neurodéveloppemental complexe aussi et qui est multifacette. Donc le diagnostic est reconnu depuis 1996 et pour parler vraiment de TSA, on va retrouver ce qu'on appelle la dyade autistique, c'est-à-dire un déficit de la communication et des interactions sociales et des comportements répétitifs ou des intérêts très restreints. C'est une initiative très intéressante parce qu'il y a une forte demande, puisqu'on parle de l'inclusion dans les textes de loi de 2015. Et malheureusement, le personnel enseignant n'est pas formé à l'accueil de ce type de troubles qui manifestement augmente de jour en jour. Nous avons de plus en plus d'élèves qui ont ce problème de TSA. Et nous devons les former, les aider à faire cette inclusion en EPS. Mais cette inclusion qui est utilisée en EPS peut se faire également dans les autres disciplines, que ce soit maths, français ou autres. Déjà, on va faire une présentation générale où on va présenter le TSA, le trouble du spectre autistique, et aussi donc les spécificités pour essayer de faire en sorte que nos équipes puissent comprendre déjà le trouble pour mieux l'appréhender et après donc pratique sur le terrain, donc proposer des ateliers sportifs pour justement montrer comment faire. Voilà, donc expliquer en théorie mais montrer aussi dans la pratique comment faire.
La ville de Gourbert, elle a signé aujourd'hui son contrat pays avec le département. 10 millions d'euros d'investissements sont engagés pour mener à bien un certain nombre de projets du territoire comme le chantier du cimetière et la réfection de l'habitation de Bizdari. Le reportage. C'est une formalisation de projets, de réflexion, de travail préalable avec les deux collectivités. On est satisfait sur notamment les projets qui portent sur l'attractivité du territoire. Il est important pour nous de créer de la richesse sur le territoire et au final des emplois, et ça passe par tous ces types de projets créateurs d'emplois pour notre jeunesse qui est en déshérence. Et c'est en ce sens qu'on salue ce travail de réflexion, de choix, de priorité. Il y a également une demande forte de la population de terminer le cimetière de Gourbert. Il y a l'habitation pour ceux qui sont plus l'âme culturelle, l'habitation de Bizdari. Nous mettons en place le contrat pays de manière à contractualiser les engagements du département dans le cadre de ses propres compétences, mais aussi l'accompagnement pour les villes. Aujourd'hui, c'est le 17e contrat pays que nous signons. Donc c'est avec une très grande satisfaction. Entre-temps, nos services ont pu travailler et on constate ces 10 millions d'investissements qui seront réalisés sur la ville de Gourbert. Le développement d'un pays, c'est le niveau d'éducation, c'est les équipements, c'est le transport, c'est aussi le développement économique en lui-même. Donc c'est tous ces éléments d'attractivité du territoire qui fait aujourd'hui que nous pourrons repeupler, réindustrialiser notre territoire et en faire en sorte que notre jeunesse puisse revenir. Nous voulons signer avec les 32 communes. Aujourd'hui, c'est le 17e contrat. Il reste 15 contrats à mettre en place et qui seront donc très rapidement, au cours des prochaines semaines, nous allons pouvoir signer les nouveaux contrats dans les 15 jours. Quand les Guadeloupéens se réunissent, on peut mettre au-dessus de tout l'intérêt général et ce qui est au-dessus de nous, c'est Gourbert, c'est la Guadeloupe. Et il faut saluer cette démarche de concertation et aussi d'esprit de travail commun. Et on se rend maintenant au WTC à Jarry pour l'Olympiade régionale des métiers où les participants s'affrontent dans leurs disciplines respectives. Un challenge pour sélectionner les meilleurs artisans qui nous représenteront pour la compétition au national. Regardez. Alors l'objectif des Olympiades des métiers, c'est de permettre à nos candidats, à nos jeunes Guadeloupéens de 16 à 29 ans de montrer leurs compétences, de se mesurer aux autres de leur domaine de la Guadeloupe. Et l'objectif aussi, c'est d'aller chercher l'excellence, donc de pousser nos candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes pour participer plus tard à des concours nationaux, internationaux et faire briller la Guadeloupe et montrer notre savoir-faire local. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir le meilleur jeune pour participer aux Olympiades au niveau national. Par rapport à ce que j'ai vu ce matin, effectivement, je sens qu'ils sont très motivés. Donc, ils ont été à l'écoute du brief de ce matin et j'espère que pour les 4 heures, nous aurons quand même un travail bien fait et terminé pour la première partie. C'est très important pour nous parce qu'en fait, ça permet d'évaluer surtout les performances de nos candidats en Guadeloupe, de voir les talents, parce que finalement, ce métier, il faut avoir un talent pour l'exercer. Hein. C'est un chef-d'œuvre. Donc, du coup, ça permet de mettre en concurrence plusieurs candidats et de voir en finition lesquels qui sont les meilleurs. Ce sont des futurs électriciens, donc normalement, oui, ça doit arriver à avoir un métier en fin d'année, en fin de cursus scolaire. C'est une demande qui a été faite dans les lycées et du coup, ils ont répondu. Donc c'est volontaire. Hein. Donc ils ont répondu et ils sont aujourd'hui, par leur propre, on va dire, volonté. Ça a été un choix, on va dire. Donc il y a pas mal de critères qui sont définis par l'organisation. Et nous, c'est effectivement par rapport à ces critères, donc on va faire des cotations qui nous permettra d'avoir le meilleur représentant pour nous au niveau national. On est en train de découvrir des nouveaux talents, des jeunes cuisiniers. C'est presque la première fois qu'ils participent à un concours. Donc, nous avons des cuisiniers, nous avons des sous-chefs. Il y a un mélange de grades. Et il va falloir sélectionner justement le cuisinier qui partira au national. Et là, ils ont un repas imposé. Donc, hier, alors, ils sont en compétition depuis hier. Hein. Hier, c'était le lapin, puis tous les produits locaux, en légumes, fruits et légumes. Et aujourd'hui, c'est du poisson. Donc, ils ont le filet de dorade,
ce sont des recettes, ils traitent des recettes, hein. Ce n'est pas des recettes imposées. Donc la dorade et aussi avec, ils ont un dessert aujourd'hui en utilisant l'ananas. Un reportage de Charlie Dagonia. Et dans le cadre de l'année olympique et du passage de la flamme ici en Guadeloupe, la pépinière Chlorophylle, la BMAO et le CREPS réalisent un marquage végétal. Les jeunes sportifs ont ainsi planté des arbres de manière à écrire Guadeloupe, terre de champions, de quoi offrir de belles prises de vue aériennes le moment venu. Regardez. C'est un projet qu'on a autour du passage de la flamme olympique en Guadeloupe. Donc l'idée c'est d'inscrire au sol, pour que ce soit visible du ciel, Guadeloupe, terre de champion. Guadeloupe en créole, terre de champion en français. On est en train de faire des plantations d'arbres pour le marquage des lettres. Donc ce sont des arbres maîtresses, donc ce sont les plantes qui sont amenées à se développer pour combler les espaces. D'accord ? Donc on met les plantes maîtresses avant. Tout de suite, on a adhéré à ce projet. Pour nous, c'est un moyen d'impliquer les sportifs, les élèves, mais aussi les citoyens dans une démarche de développement durable et de performance quand même, parce qu'il va falloir faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et du coup, on est très heureux de pouvoir les faire participer à ça. Et ça a été une adhésion totale de l'établissement comme du CREPS. On a une flamme olympique qui passe. L'idée, c'est de capitaliser autour, de faire un événement qui soit à la hauteur de cette flamme. Les jeunes qui sont là aujourd'hui, les jeunes du CREPS, mais c'est nos futurs sportifs professionnels. Hein. C'est eux qui feront de la Guadeloupe et qui continueront à faire de la Guadeloupe une terre de champions. Donc c'est pour ça qu'on a tenu aujourd'hui à travailler avec eux et à leur faire planter ces arbres-là avec nous. Et donc maintenant je reçois Marc Lemercier, directeur de la DRAGES, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Bonsoir Monsieur Lemercier. Bonsoir. Il est en compagnie donc de Patrick Cham, un Olympien. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous étiez basketteur. Voilà, et on dit Cam en Guadeloupe. Cam, ah oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En plus on a Monsieur Cam qui chante en plus. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir et pour aussi l'opération que vous avez programmée aujourd'hui. Donc cette plantation d'arbres, comme je le disais dans le lancement, ça va permettre quand même de réaliser de magnifiques prises de vue aériennes le moment venu. Parlez-nous de cette opération. Comment est-elle née et pourquoi ? Alors c'est un projet forcément, peut-être Monsieur Lemercier dira plus que moi, c'est un projet qui est né d'un jeune agriculteur et quelqu'un qui avait aussi un projet aussi avec le cacao, si j'ai bien compris ce matin, et qui ont fait cette proposition à la DRAGES. Et nous, le club olympien, parce qu'il faut le dire aussi que nous avons créé un club olympien en Guadeloupe depuis le 9 décembre et officiellement depuis le 21 janvier, qui essaie de réunir tous les Olympiens. Et il y a eu un rapprochement qui s'est fait avec cette organisation pour justement qu'il y ait une plantation d'arbres qui soit vue du ciel, si possible, et qu'il y ait une forme de patrimoine, parce que l'arbre, c'est la vie, et même si nous, on n'est plus, l'arbre, en principe, il reste. Donc, associer tous des jeunes, des Olympiens, des moins jeunes, à la plantation, justement, d'arbres, et pour qu'il y ait une continuité dans cet esprit olympien, de cet esprit aussi de patrimoine. On parle justement de l'esprit olympien qui donc ne se résume pas qu'au sport à proprement parler. Et on essaye de faire en sorte que ces Jeux Olympiques, ils durent un peu plus longtemps que les Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques et Paralympiques qui plus est. L'objectif, c'est de faire des Jeux partout et pour tous et de laisser un héritage. Et dans cette question d'héritage, un des enjeux, c'est effectivement de laisser une trace. Et là, on avait aujourd'hui, mon collègue Patrick a évoqué les Olympiens, on avait à la fois des gens qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques et on avait des élèves du CREPS qui sont dans une dynamique d'accès au haut niveau. Pour un certain nombre d'entre eux, des futurs champions. Réunis autour des arbres, formidable comme initiative. C'est vrai que c'est assez singulier et ça permet effectivement différents maillages. On a le maillage sportif, mais on a aussi le fait de s'ancrer effectivement dans son territoire. Comme vous l'avez dit, les arbres vont rester même après les Jeux Olympiques. Donc on aura toujours ce Guadeloupe, terre de champions, qui sera apposé sur le territoire de BMAO. Donc vous organisez pas mal de manifestations effectivement cette année à travers les écoles. On voit que l'esprit olympien, on essaie beaucoup de le diffuser à l'occasion de ces Jeux. Est-ce que les enfants comprennent
concrètement? Quand vous les avez en contact, est-ce qu'ils comprennent ou bien c'est surtout ceux qui sont dans des disciplines sportives, qui ont l'esprit de la performance, qui sont à fond sur l'olympisme? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le message est quand même rentré dans les écoles. Il y a beaucoup d'actions qui ont été faites, qui ont été préparées en amont, et pour emmener le message aux gens le moins initiés, on va dire. Et forcément, les jeunes, ils commencent à s'intéresser. Vous connaissez les enfants, dans les primaires, on fait ce qu'il y a à faire. Alors, même en ma personne, j'ai déjà donné quelques petites conférences dans les écoles primaires, leur expliquer qu'est-ce que c'est. Mais ils connaissent le sport parce qu'ils ont toujours un grand frère, ou un papa ou un tonton qui a fait du sport. Et ils ont entendu parler des Jeux Olympiques à Paris parce que je pense que le marketing a été quand même bien fait. Et aujourd'hui, si on ne sait pas qu'il y a les Jeux Olympiques à Paris, c'est parce qu'on ne veut pas le savoir. Et sur les valeurs, sur la communication des valeurs du sport? Alors c'est fondamental, les valeurs du sport, bien entendu. C'est le vivre ensemble aujourd'hui, c'est un grand mot. C'est le dépassement de soi, c'est le goût de l'effort, c'est la confiance aussi, parce que c'est quelque chose qui est important quand on est dans un sport collectif. Pour prendre ma partie, il y a une confiance qui doit s'installer, une confiance individuelle, mais une confiance collective aussi. Et donc on mouille le maillot parce qu'on a un objectif. Enfin, il y a beaucoup de valeurs et c'est sûr qu'en diffusant avec les enfants, on voit qu'ils sont quand même assez réceptifs. Et en ce moment, vous organisez un colloque donc, autour du sport. Il y avait l'université qui organisait à J-100 aujourd'hui, parce qu'il faut le dire aux téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui à J-100, qui organisait avec les étudiants du FR STAPS un colloque autour de la Guadeloupe, terre de champions, autour de l'héritage justement des Jeux, des questions. Et là aussi, c'est une illustration pratique des différentes actions. Je crois que vous avez invité sur votre plateau, votre antenne en tout cas, invité des enfants qui vont partir aux Jeux paralympiques dans le cadre d'une opération qui s'appelle Ma classe aux Jeux. Vous avez là un panel très diversifié des actions de promotion des Jeux Olympiques. L'objectif, c'est de faire en sorte aussi, en complémentarité de ce que vient de dire mon collègue Patrick, c'est bien de donner le goût de la pratique sportive à ces enfants. Leur donner le goût de la pratique sportive, c'est une chose, et vous avez mis l'accent justement sur ces fameux Jeux paralympiques, parce qu'il ne faut pas oublier toutes ces personnes un peu singulières, qui ont besoin d'équipements particuliers, mais qui peuvent effectivement aussi réaliser de grosses performances, on l'oublie souvent. Est-ce qu'on travaille à l'inclusion de ces sportifs justement handicapés? C'est un travail constant. C'est un travail constant. Je ne dis pas qu'en Guadeloupe, nous n'ayons pas des marges de progrès. J'inclus la Dragesse bien évidemment là-dedans. C'est un travail constant pour faire en sorte que, justement, un certain nombre de publics handicapés aient accès, au même titre que tous les autres publics, à la pratique sportive. Vous avez tout à fait raison. Alors, est-ce qu'on aura des programmes particuliers? On est à 100 jours des Jeux. Plus on va se rapprocher, forcément, plus il y aura de la communication, plus il y aura des événements autour de tout cela. Le passage de la flamme est prévu ici en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre à noter? Alors, je ne pourrais pas vous étaler, parce que je n'ai pas tout, mais forcément, il y aura des actions. Alors, je ne pourrais pas tous vous les énumérer. Il y a déjà le passage de la flamme, comme vous l'avez dit, le 15 juin, qui est un point déterminant et qui signale tout à fait que l'ouverture des Jeux n'est pas très loin. Alors, est-ce que vous avez déjà déterminé les porteurs de flammes ici? Alors, les porteurs de flammes, il faut rappeler aux auditeurs qu'il y a plusieurs autorités qui désignent les porteurs de flammes. Il y a d'abord le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques qui a désigné. Après, il y a les collectivités, en l'occurrence en Guadeloupe, le département et la région, qui se sont groupés pour justement participer au financement du passage de la flamme, qui ont désigné un certain nombre de porteurs de flammes. Donc il y aura en tout et pour tout, sur la Guadeloupe, un peu plus de 110 relayeurs sur 5 étapes qui passeront à travers la Guadeloupe. Et on espère d'abord une mobilisation populaire, et puis on souhaite aussi, et j'ai aucune crainte là-dessus, de belles images, parce que la caractéristique de ces Jeux et la caractéristique du passage de la flamme, c'est d'être en mondiovision.
Alors vous avez ramené justement la petite mascotte, on a la petite mascotte des Jeux paralympiques. En plus celle des Jeux paralympiques. Des Jeux paralympiques. Donc c'est le fringe. C'est la frige. En référence au bonnet phrygien, vous savez, de la Révolution française. Donc ces petits bonhommes qui seront un peu partout pendant cette période des Jeux. Monsieur Cam, si vous avez un message pour nos jeunes sportifs avant qu'on se quitte. Alors le message que je leur dirais déjà, c'est faites du sport et aussi de s'accrocher et de toujours croire en leurs rêves. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait du sport derrière sa cité pourrait finir un jour en équipe de France et aux Jeux Olympiques. Mais il faut les performances, la force de caractère et l'accompagnement. Oui, et je pense. Alors déjà, avant la performance, il faut déjà l'envie et l'assiduité. Assiduité. Oui. Beaucoup, on note. Je ne vais pas être très original, je vais passer le même message que Patrick. Faites du sport et faites du sport. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir. Nous parler donc de cette opération de plantation d'arbres qui est effectuée dans le cadre du passage de la flamme olympique. Donc sur le territoire de Bémao, on aura en vision aérienne Guadeloupe, terre de champions. Alors, si je peux, c'est le territoire du Lamentin. Et Lamentin, je dis Bémao. Oh là là. Oui, en plus, j'habite le Lamentin, donc je défends un peu ma paroisse. Oui, ça peut s'entendre. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Et au revoir. Et parlons maintenant de la ville de Petit-Bourg qui met à jour la dernière tranche de son réseau Internet. Si 98% du territoire est couvert par la fibre, reste à équiper des secteurs comme Barboteau. La ville est et Orange ont d'ailleurs lancé un chantier du démantèlement du réseau cuivré. Regardez. Nous sommes au rond-point des Mamelles, précisément à Barboteau. Et donc aujourd'hui, c'est un premier point de rendez-vous médiatique. Pour présenter de manière pédagogique le dispositif qui consistera à démanteler le réseau cuivre par la suite et faire la différence entre le réseau que nous connaissons aujourd'hui, le réseau cuivre, qui sera très prochainement remplacé par le réseau de la fibre, et permettre in fine à nos différents habitants, à nos commerçants, à nos administrations, tous ceux qui sont sur le territoire de Petit-Bourg, de savoir quelle démarche effectuer pour migrer rapidement vers la fibre et ainsi conserver la téléphonie, l'Internet ainsi que la télévision. Petit-Bourg est l'une des communes les mieux desservies en fibre optique aujourd'hui, ce qui est un peu normal puisqu'on a commencé en 2015. Et donc aujourd'hui, 98,5% de la commune de Petit-Bourg est fibrée. Ce qui veut donc dire que la majeure partie des habitants peuvent aujourd'hui basculer sur la fibre. Et pourquoi c'est important de basculer sur la fibre? C'est qu'à partir du 31 janvier 2025, le cuivre va s'arrêter techniquement. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez une ligne ADSL ou un numéro de téléphone fixe qui est encore sur le cuivre, eh bien le 31 janvier 2025, ça sera fini, ça ne fonctionnera plus. C'est pour ça que la commune de Petit-Bourg aujourd'hui fait une opération de communication vers l'ensemble de ses habitants pour que les personnes qui n'ont pas encore basculé sur la fibre aient la capacité de le faire. Il est vraiment important que tous les concitoyens de Petit-Bourg prennent vraiment toute la hauteur du sujet, parce que ça veut dire que quand ça va être coupé, il n'y aura plus de téléphone fixe. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui est pour les personnes âgées, parce que bon, il y a des personnes âgées, eux ne prennent pas forcément tout le poids de ces choix technologiques. Et donc, il est important que leurs petits-enfants, leurs enfants, enfin bref, leurs proches, tout le monde, leur disent attention, dans quelques mois, tu n'auras plus de téléphone, il faut passer à la fibre. Alors bien sûr, la fibre, ils n'ont peut-être pas besoin d'Internet, ils n'ont peut-être pas besoin de la télévision, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est un package dans lequel on trouve de la téléphonie, de l'Internet et de la télévision, mais avant tout, pour eux, c'est de pouvoir disposer de la téléphonie et de pouvoir toujours être joignable et de pouvoir surtout appeler si toutefois il leur arrivait quelque chose. Un reportage de Michel Depape. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une excellente soirée à vous. Bisous tout le monde.